Alors, 18 novembre 1803, des nègres et des négresses, je pèse chacun des mots parce qu'on a su prendre tout ce qui était péjoratif et négatif à notre endroit, à les transformer et à les faire briller de tous bords et de tous côtés. Alors ces nègres et ces négresses se sont soulevés d'un cœur, d'une âme et se sont donné la liberté. Oui, ils ont donné leur sang, ils ont trouvé, ils ont retrouvé leur liberté d'hommes et de femmes libres. Honneur, respect. Salut à tout le monde. Merci de vous connecter à la chaîne Manzé Chou Black. Merci de m'accueillir chez vous pour un autre moment de réflexion, d'échange et surtout de grandes pensées. Alors, aujourd'hui, nous allons parler quand même d'un sujet important. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'aune d'une ère qui incite beaucoup d'entre nous à réfléchir plus profondément sur l'histoire, sur donc le passé, sur notre présent pour pouvoir penser correctement et prendre les mesures nécessaires, les bonnes actions, poser les bonnes actions pour un avenir meilleur pour nos enfants, pour les générations à venir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dette. Mais la dette, pour moi, je trouve que c'est un mot qui est galvaudé dans la mesure que on ne devait absolument rien à qui que ce soit. Nous avons travaillé fortement au prix de nos vies, et là je parle de nos ancêtres, pour avoir la liberté, reprendre leur dignité. Et on les a expoliés, on les a extorqués pour soutirer de l'argent pendant plusieurs décennies à ce que notre pays ait leur évolution, leur révolution industrielle. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons tout simplement vous encourager, comme à l'accoutumée, à vous abonner à la chaîne Manzé Chou Black, à commenter les vidéos, les partager et surtout à cliquer sur le petit pouce bleu. Ça réchauffe toujours le cœur. Alors, 18 novembre 1803, des nègres et des négresses, je pèse chacun des mots parce qu'on a su prendre tout ce qui était péjoratif et négatif à notre endroit, à les transformer et à les faire briller de tous bords et de tous côtés. Alors ces nègres et ces négresses se sont soulevés d'un cœur, d'une âme et se sont donné la liberté. Oui, ils ont donné leur sang, ils ont trouvé, ils ont retrouvé leur liberté d'hommes et de femmes libres. Alors, le 1er janvier 1804, ces braves personnes vont proclamer l'indépendance et naturellement, une jeune nation a pris le jour. Ces hommes et ces femmes ont tout fait pour maintenir à leur manière, dans leur capacité, cette indépendance qui fut la plus extraordinaire des batailles que l'homme ait pu mener sur cette planète. Et malheureusement, certains individus qui n'ont rien compris de ce qu'est le prix de l'indépendance ont décidé de comploter et ont assassiné le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Paix à son âme pour l'éternité. Et c'est de là qu'Haïti a commencé à descendre de la pente et à ne plus jamais pouvoir retrouver sa liberté d'antan. Haïti, malgré les péripéties, certaines personnes ont essayé, des autorités ont essayé, des femmes et des hommes se sont toujours mis debout pour défendre la souveraineté. Certaines personnes vont parler de la nouvelle Haïti, d'une nouvelle indépendance, mais une indépendance, une fois prise, elle est éternelle. Maintenant, on va parler plutôt de l'indépendance mentale, parce que les chaînes ne sont plus là, mais dans notre mental, notre psyché, le colon a su travailler correctement pour nous mettre dans un état de sous-homme. Mais bien heureusement, nous ne sommes pas tous dupes ni cons, parce qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes capables de rester debout et de rester vertical devant les adversités et devant toutes les agressions subies de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, pour ceux et celles qui continuent de dire on a pris l'indépendance trop tôt, alors je vais vous dire quelque chose. Seriez-vous en mesure de regarder vos enfants et de savoir qu'ils sont tués, violés, malmenés, extorqués et j'en passe? Nos parents ont eu à faire le plus extraordinaire. Alors, on a tout simplement qu'à leur dire « Aïe Bobo, merci, merci Kebedjam » parce qu'ils ont fait l'impensable. Maintenant, malgré tout ça, ces colons se sont mis ensemble, de bons alliés, de bons cousins, et ils ont obligé le gouvernement haïtien à leur remettre de l'argent quasiment, à leur payer pour les méchancetés, les exactions et les traitements inhumains qu'ils ont fait subir à nos ancêtres.
Ils étaient tous ensemble, ils se sont mis ensemble et ils ont dit à Haïti leur doit de l'argent, ce qui a permis à la chère France d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai eu à faire une vidéo là-dessus. Vous allez pouvoir regarder cette vidéo où j'ai donné quelques détails sur les montants et ce qu'on avait demandé réellement. Maintenant, on a dû fermer l'école, toutes les écoles à l'arrière-pays. On a dû faire travailler les Haïtiens et les Haïtiennes jusque tard pour produire le plus possiblement, pour rembourser, entre guillemets, une dette d'indépendance. Alors, c'est ça qu'on appelle cette communauté internationale, parce que c'était une communauté dite internationale qui avait fait ça. Mais on sait c'était qui, hein? On ne va pas se leurrer, on ne se mentira pas. Alors, ces belles personnes ont assuré leur avenir socio-économiquement et leurs enfants continuent de jouir de la sueur, de la force et des entrailles de nos ancêtres. Maintenant, aujourd'hui, nous allons analyser le discours de Valérie Pécresse sur une question extrêmement importante qu'elle eut à entendre d'une jeune, je crois le nom c'est Rémi Carr, une jeune âgée d'une vingtaine d'années, qui a pris son courage à deux mains lors d'une rencontre électorale, parce que c'en était une. Elle a posé la question qui tue. Nous allons analyser tranquillement la réponse de Madame Pécresse, car elle est très pertinente. Pourquoi? La raison est très simple. Si nous, Africains, Afro-Américains, Afro-descendants, avons de la difficulté à nous mettre d'accord sur la pertinence d'avoir une réparation, une restitution, eh bien, pour beaucoup de ces gens-là, il n'en est point question de demander quoi que ce soit. Alors, nous devons remettre nos devoirs au propre. Regardez notre réalité et vous allez me dire avec quel courage vous allez continuer de trouver des excuses pour des gens qui ont profité et qui continuent de profiter de la sueur de nos ancêtres. Bonne écoute. Et je le dis avec gravité, je ne fermerai pas les yeux sur la situation dans certains EHPAD. Comme vous, j'ai été révolté. Oh, permettez-moi de bien rire que ça a été... Je refuse de me fâcher. Vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'en allant souvent en Afrique, j'ai eu à me guérir de certains mots. Et je crois que les propos de Madame Pécresse sont des mots pour lesquels j'ai été grandement surprise d'avoir eu le bon médicament. Alors, Madame Pécresse dit, je ne veux pas blesser la mémoire. Je pense qu'elle est en train carrément de blesser la mémoire de nos ancêtres, de mes ancêtres. Oh oui, Madame Pécresse. J'ai même plus envie de dire le nom correctement parce que je trouve que c'est de l'insulte, en fait, à notre compréhension et à notre bon sens, à notre intelligence, voire. Car elle dit, je ne veux pas blesser la mémoire historique. Elle a parlé aussi pour les personnes qui ont eu à vivre ça, ils ont probablement vécu ça comme un asservissement. De qui se moque-t-on? Donc, ça veut dire que cette dame ne sait pas ce que c'est l'asservissement. Donc, des gens qui laissent leur pays, qui vont aller chercher d'autres gens, qui vont les amener de force et vont les forcer à travailler et à donner leur sang, vont s'arroger le droit de vie ou de mort sur ces personnes-là, qui vont produire pendant des siècles, des milliers et des milliers d'entre eux vont périr. Et là, vous vous dites que c'est les gens qui ont vécu ça comme un asservissement. Donc, ce ne l'était pas finalement. Ils l'ont vécu comme ça, mais ce n'était pas la réalité. C'est quasiment ça ce qu'elle est en train de nous dire. Et j'espère que nos frères et nos sœurs vont cesser d'être bêtes et vont voir la réalité telle qu'elle est. On se moque de nous et on les laisse faire tout le temps. Donc, elle dit, j'aime pas la façon dont vous demandez. Donc, elle devrait être en train de quémander. Et c'est ce que d'ailleurs, le président Jean-Bertrand Aristide avait fait le 7 avril 2003. Il a carrément demandé la restitution et la réparation pour toutes ces fautes commises contre nous. Donc, on n'est plus là, plus dans cette mentalité de mendiant, de quémandeur. On est là, on vous dit clairement, on en a marre, vous nous avez pris ça de force, c'était de l'injustice. Et là, on se dit, plus question de demander, vous allez nous donner des bourses, vous allez nous donner comme si on est des éternels incapables. On veut que vous nous remettiez ce que vous avez volé. C'est aussi simple que ça. Ça lui a coûté son gouvernement et ça a mis Haïti dans un chaos total parce que depuis 2004, on sait ce qui se passe maintenant en Haïti et c'est quasiment un pays de non-droit. Et ils sont coupables de cette situation d'Haïti. Donc, une raison de plus
pour restituer et réparer les fautes commises. Moi, je dis faute, mais je sais que c'était des décisions volontaires d'aller sur un continent, de prendre de force des individus et de les faire travailler comme des bêtes de somme. C'était bien planifié. Il y avait toute une structure, ils avaient leur cahier de notes, ils ont tenu les comptes, ils savent exactement ce qu'ils ont fait. Et grâce à, parce que pour eux c'est une grâce à cette exploitation, surexploitation de l'homme, ils ont ce qu'ils ont. Et donc vous venez nous dire que moi je n'aime pas la manière que vous dites les choses, on ne veut pas construire dans le ressenti et qu'elle est triste. Et ce qui est drôle, c'est que cette capacité, et c'est ce qu'on appelle la suprématie blanche, ne leur donne pas, beaucoup d'entre eux, et ça je dois vraiment faire attention, il faut que tout le monde comprenne ça. On comprend qu'il y a des individus qui ont toujours eu l'amour de l'autre, du prochain, qui ont toujours eu l'élan vers les autres et qui se sont mis debout pour dire non à cette surexploitation. Certains ont combattu aux côtés de mes ancêtres. Certains ont décidé, ont accepté de poser le suicide social comme John Brown. D'ailleurs, nous sommes des personnes qui ont de la gratitude et c'est pour cette raison que nous avons une avenue qui s'appelle Avenue John Brown en Haïti. Parce que nous reconnaissons les gens qui ont été là pour nous et nous avons continué de faire comme nos ancêtres à être là pour les autres. Maintenant, elle qui nous dit il ne faut pas avoir de ressenti, on est maintenant des frères. On est des frères, n'est-ce pas la France qui a déstabilisé presque tous les pays du continent Kéboulan, qui continue de s'arroger ce droit suprême de venir mettre le nez dans les affaires de ce peuple haïtien? N'est-ce pas la France qui s'est mis avec le corps groupe, le Canada et les États-Unis pour justement donner un coup d'État à l'année des 200e anniversaire de notre indépendance pour déstabiliser le pays, qui en a profité pour amener des gangs, des milices au pays et qui, par leur hypocrisie, nous sort de temps en temps, oh mon Dieu, que vous êtes pauvres. On ne veut pas que vous veniez chez nous pour nous dire que bon, on est frères maintenant. Les frères, la manière que nous savons ce qu'un frère peut faire, c'est d'être là pour les uns les autres, c'est de montrer dans les actions le respect mutuel. Et les frères ne sont pas là pour utiliser l'un pour son propre bénéfice et s'assurer que l'autre frère vit de la mendicité. Ça ne se fait pas. Moi, je ne sais pas quel type de frère vous êtes, mais on ne veut pas de cette fraternité-là. Une autre chose, c'est que là, vous dites, oh oui, on pourrait vous donner des... On ne veut pas que vous nous donniez des bourses. De toute façon, la manière et votre éducation, ce que vous êtes en train de faire avaler à nos enfants, ces couleuvres-là, on ne veut pas. Tout ce que l'on veut, c'est que nos enfants n'aient pas à payer ou à mourir sur les mers pour aller chercher une vie meilleure quand vous nous devez des choses. Ça, c'est même pas une question de on est en train de travailler la manipulation ou on est en train de vous faire des pressions psychologiques. C'est une réalité. Vous n'aviez pas eu de cœur quand vous aviez obligé Haïti de payer tout cet argent-là, cette somme colossale, astronomique, pendant plusieurs décennies où elle a eu à sacrifier ses propres enfants. La France qui dit on est frères, on va faire des partenariats. Vous, cette France-là, avec votre oligarchie, qui avait pris toutes les mesures nécessaires pour déstabiliser l'indépendance des pays africains. Et vous continuez, par votre façon de faire, à alimenter la division, des guerres, et vous parlez de fraternité et qu'on est là, on va faire des partenariats. Alors, ça veut dire que pendant toutes ces générations, ces décennies-là, on va continuer à être aussi bêtes comme des pieds. On ne veut pas de cette façon de nous voir, et c'est ce que je crois les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de vous dire. On ne veut plus qu'on nous traite comme des enfants, comme des imbéciles, comme des incapables. On veut qu'on nous traite comme des êtres qui ont aussi du génie, qui ont des capacités à se prendre en main et qui ont une vision à long terme pour leur population. Maintenant, on a plusieurs personnes qui ont travaillé sur cet aspect de réparation et de restitution. Donc, pour quelques personnes qui ne savent pas, les Afro-Américains ont été les premiers à demander des réparations. Il y a un livre extraordinaire, si vous parlez anglais, je crois qu'il y a une traduction en français, The Debt de Randall Robinson, qui est un livre extraordinaire pour avoir une idée bien ficelée sur tout ce que les colons avaient promis aux Afro-Américains et qui ont mis tout ceci de côté, ont travaillé d'arrache-pied pour ne pas honorer aucune de ces promesses faites aux Afro-Américains. C'est un livre extraordinaire, je vous dis, prenez le temps de le lire, c'est une mine d'or, vous aurez énormément de choses là-dedans. Donc, l'Angleterre avait fait la même chose, ont extirpé de l'argent aux anciennes colonies pour réparer des colons qui avaient perdu aussi leurs biens. Et devinez ce qui les biens? Nos grands-parents. Donc, ils étaient tous à faire la même chose. Donc,
C'est pas une question où on ne savait pas. Ils étaient tous à faire la même chose, à poser les mêmes actes contre les personnes qu'ils ont exploitées pendant des siècles. Et à Abuja, il y a eu la proclamation d'Abuja et de ARM, en anglais qui veut dire Africa Reparations Movement. Et c'était au Nigeria, pour être plus précis, c'était en 1993 lorsqu'il y a eu cette rencontre-là pour justement retourner sur l'idée de la réparation. Donc, c'est l'Organisation of African Unity qui s'était mis avec le gouvernement nigérien pour forcer la main des anciens colons à penser à cette réparation ou aux réparations. Donc, ce qu'on demandait, entre autres, c'était justement des bourses, des capacités à ce que les Africains se reprennent en main. On avait demandé des partenariats plus équitables, etc., etc. Nous avons eu certaines personnes aussi qui ont travaillé. Moi, j'ai eu à faire plusieurs émissions avec Jafrika Haïti, qui est aussi un collègue. On a eu plusieurs émissions là-dessus. Et l'une des choses qu'on avait mis de l'avant, c'était de prendre le système remembré, qui est un système qu'on appelle chez nous, qui recharge l'individu, qui redonne membre à l'individu. Donc, on se dit, basé sur cette façon de penser, parce que lorsqu'on parle de remembrer, on parle d'une personne qu'on doit remettre ensemble avec les 9 corps ou les parties extraordinaires de l'être, ce qui constitue l'être humain. Certaines personnes vont parler de 3 corps, ce qu'on sait généralement, le corps, l'esprit et l'entourage, l'environnement. Donc, mais certaines autres personnes qui vont plus dans le domaine de la spiritualité vont parler de 9 corps. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit réparé du dedans, de l'extérieur et dans notre environnement. Donc, ça veut dire que la réparation ne peut pas être uniquement que financière. La réparation peut être aussi, par exemple, les églises, avec le concordat qu'ils ont fait signer avec Haïti pour prendre des terres, pour avoir l'exclusivité dans les décisions, tout ce qui concerne la spiritualité et tout ça, pour avoir certains avantages que des Haïtiens n'ont pas et que l'Église catholique a ouvert des écoles où ils demandent des sommes faramineuses aux parents. Aussi, ils vont faire des discriminations envers les propres étudiants. Donc, on se dit, pourquoi on ne va pas demander, justement comme réparation, à ce que l'Église catholique restitue des terres qu'elle a prises de force des mains des paysans. Comme ça, l'État pourrait ouvrir des écoles, les mettre soit à vil prix ou tout simplement gratuites pour qu'on ait plus d'étudiants, plus de personnes alphabétisées au sein de la République. On va se dire aussi pourquoi, et ça c'est valable partout où il y a eu l'esclavage, partout où il y a eu la colonisation, parce qu'on est en train de se dire qu'on va faire un processus où ces pays qui nous ont écrasés pendant des siècles vont devoir nous remettre notre dû. Et ça, il n'y a pas question, on ne va pas négocier comme des personnes qui sont là et qui demandent le temps est révolu. On ne va plus continuer à faire ça. On pense aussi qu'on ne veut plus avoir de professeurs colons qui vont venir avec leur propre agenda pour rire et la mémoire de nos ancêtres et mettre n'importe quoi dans l'esprit de nos jeunes. On veut être en mesure de tout simplement réformer l'éducation à ce qu'on ait des citoyens, à ce qu'on crée, à ce qu'on forme des citoyens qui vont penser pour le pays et non en termes de on étudie ici, on va donner notre connaissance ailleurs. C'est fini. Et autre chose qu'on veut absolument, et ça, c'est impératif que vous restiez dans votre coin, que vous nous empêchiez point de développer notre pays et nos économies. Je sais que vous n'allez pas le faire parce que la chose que vous reconnaissez, c'est la force. Mais nous, on le dit, on le répète, arrêtez de mettre vos nez dans nos affaires internes. On en a marre et c'est ce qui fait que, au lieu que nos sociétés, que nos pays évoluent et qu'on aille de l'avant pour qu'on ait cette industrialisation, pas à votre manière, parce qu'on a vu tous les problèmes que ça crée au niveau environnemental, mais nous laisser prendre notre destin en main. On ne veut plus d'aide. Je sais que quand des Noirs entendent ça, il y en a qui commencent à trembler. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne veut pas? Parce que si pendant toutes ces périodes de temps, on reçoit soi-disant vos aides et on n'arrive pas à évoluer, ça veut dire que vos aides ne nous servent quasiment à rien. Alors cessez de nous aider, laissez-nous crever de par nous-mêmes pour qu'on puisse aussi se lever et nous prendre en main. Je crois que le message est très clair. Et sachez qu'on n'a pas de problème et qu'on n'aura aucun problème avec les frères et les sœurs qui sont issus de ces cultures, qui sont de ces nationalités, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a les personnes issues du prolétariat qui ont compris nos luttes et qui d'ailleurs continuent dans les médias sociaux à supporter la cause, la dignité, l'équité entre les peuples. Mais on sait qu'il y a une petite équipe, un petit groupe qui continuent de penser que la terre entière leur appartient et qu'ils doivent absolument décider
de la vie ou de la mort de qui ils veulent. Alors, on va leur dire clairement que basta, on a compris, la lutte entre les peuples est bien réelle, les gens commencent à se réveiller et il faut absolument qu'ils commencent à voir les choses autrement parce que sinon, cette terre qu'on voit ici, là, si on ne se met pas ensemble et qu'on ne met pas en avant l'être humain, la vie humaine, la dignité humaine, eh bien, on va tous périr ensemble. L'empathie, la fraternité réelle et surtout le sens de justice. Sachez que quand vous faites du mal à quelqu'un, à autrui, il y a un minimum naturellement que vous devez faire. Premièrement, accepter ce que vous avez fait, donc votre tort, accepter de réparer et on ne répare pas en pensant qu'on est en train de faire faveur. Vous ne faites pas faveur, ok? Donc on répare et on restitue les biens volés. Je sais que certaines personnes, c'est ça qui les dérange. Comment on peut restituer? Nous, on a travaillé fort, on s'est battu pour avoir écouté. Si vous regardez les statistiques, vous allez savoir, surtout aux États-Unis, ça a été fait dans les années 90 et 2000. Ils ont démontré par des chiffres réels, une personne qui a étudié, qui a fait le collège, un noir, n'a pas la même aisance socio-économique qu'un Yamnaya qui n'a même pas fait son secondaire. Donc, il y a une certaine inéquité au sein de la société. Et si je prenais toute la recherche pour vous dire ce qui en est sorti, vous allez me dire, mais écoute là. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas bougé plus que ça socialement. C'est notre réalité. Et on veut nous faire croire que certaines personnes réussissent, c'est parce qu'ils ont travaillé fort. Ce qui est totalement faux, parce que la manière que socialement tout a été ficelé en ce qui concerne les affaires de couleur rouge, blanc, noir, jaune et tout ça, fait en sorte que les personnes issues de minorités, les personnes racisées ou racialisées selon où vous vous situez, que vous utilisez le terme, restent et demeurent les personnes les plus vulnérables dans les sociétés occidentales, voire dans leur propre société. Alors, on a beaucoup à faire. On va continuer la fraternité, on va continuer le combat entre les peuples, mais on va aussi exiger à nos gouvernements de bien faire les choses. On ne veut plus avoir de certains Gérard Latortue, comme on l'a eu, qui s'est rendu en France pour dire au président français, ne vous en faites pas, vous ne devez rien à Haïti. La France doit énormément à Haïti. On le dit et on ne va pas avoir de l'eau, comme on dit chez nous, à la bouche pour dire la vérité. C'est une vérité et toutes les générations françaises doivent savoir que la France a une dette envers Haïti et qu'elle doit à un certain moment réparer et restituer ce qu'elle nous doit. Maintenant, faites vos recherches, continuez à pousser pour cette réparation, cette restitution, parce qu'on en est carrément en droit de le faire. Alors, j'espère que mes propos vous ont aidé à revoir votre position par rapport à cette question de dette et que vous allez prendre les mesures nécessaires et que plus jamais vous allez oser dire qu'on a pris notre indépendance plus tôt ou qu'on ne devrait rien demander. Parce que le 10 septembre 1952, on a signé le traité de réparation israélo-allemagne pour les crimes commis contre les Juifs. On n'a pas eu à poser 10 000 questions pour savoir s'ils devraient recevoir cette réparation ou pas. On a jugé que c'était la chose à faire, l'action normale à poser. Et ce traité-là, jusqu'à maintenant, il y a certaines clauses qui restent fermées qu'on ne peut pas divulguer. Donc, ça veut dire peut-être qu'ils ont eu plus qu'ils avaient demandé ou pas. Peut-être que on les a favorisés plein de choses. Et tout le monde a trouvé ça normal et naturel. Et dans ce traité-là, durant 12 annuités, plus que ça, ils doivent réparer certaines choses, doivent restituer certaines choses et leur permettre de se développer. Et on sait que d'ailleurs, quand les Juifs disent, Israël dit, on veut ça, tout le monde se met au pas parce que on sait qu'ils ont été victimes de crimes contre l'humanité. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons été victimes de génocide, de crimes contre l'humanité. Et donc, on ne devrait pas avoir honte, on ne devrait pas se sentir mal de demander ce qui nous est dû. Alors, je vais arrêter là. J'espère qu'on va continuer à rester debout et qu'on va continuer à marcher vers la liberté, vers l'équité, vers la justice. Le combat ne fait que commencer. Nos enfants méritent mieux et on mérite aussi d'avoir mieux parce que nos ancêtres ont travaillé et nous continuons de travailler. On ne nous fait pas cadeau. Tout ce que l'on a, c'est parce qu'on a travaillé pour l'avoir. Et donc, nous méritons d'avoir la restitution et la réparation. Mes chers amours, je vous laisse. Courage, bon combat parce que se mettre debout pour la cause juste, c'est un combat qui est toujours long. Kevin Palagé, bisous et beaucoup de câlins. À très bientôt.